Bonjour et merci beaucoup de cette invitation. Cette brève présentation, elle vise en fait à contribuer au partage d'éléments scientifiques qui ont été établis de manière la plus rigoureuse et objective possible, sachant que une des aspirations que mes collègues m'ont demandé de porter avec vous, c'est le fait de renforcer les espaces d'échange entre la communauté scientifique et le monde des décideurs, l'ensemble de la société. Ce n'est pas 30 minutes qui constituent bien sûr une formation. Et ils m'ont indiqué être à votre disposition et à la disposition de tous les élus s'ils le souhaitent pour créer des espaces d'échange réguliers. Donc sur ce support visuel, vous voyez que une représentation de l'évolution de la température à la surface de la Terre depuis 1850, une année, une barre. Nous en sommes à 1,1 degré de réchauffement. Je vous montrais que c'est la conséquence des activités humaines à l'échelle planétaire qui entraînent cette accumulation de chaleur. Et l'évolution future du climat, elle va profondément dépendre des choix qui vont être faits partout. Dans les prochaines décennies, il faut néanmoins, même en cas de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, se préparer, renforcer la résilience partout pour arriver à vivre avec un climat qui change. Mais il est possible de parvenir à stabiliser le niveau de réchauffement dans quelques décennies. Diapo suivante s'il vous plaît. Ce que je voulais également faire, c'était inscrire cette présentation dans le cadre de l'été 2022 avec lequel nous avons tous vécu. C'est un été avec certains événements graves qui s'inscrivent dans une tendance lourde en France, en Europe et à l'échelle planétaire, notamment avec des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. Donc là, on a eu des records de température dans de nombreuses régions. Je pense par exemple à la Bretagne, à plus de 40 degrés, un record sur le nombre de nuits tropicales, notamment du côté de la Méditerranée, une vague de chaleur qui a démarré très tôt. La même génération dont le brevet avait été repoussé en 2019 a été affectée par ces conditions chaudes pour passer le bac, par exemple. On a encore des conditions très chaudes, des effets majeurs pour la santé au travail, notamment ceux qui ont un travail en atmosphère chaude, des effets de surmortalité grave. Les premières estimations sont de l'ordre de 11 000 personnes décédées de surmortalité, avec des conséquences aussi majeures dans les pays voisins. On a eu aussi un déficit de pluie très prononcé, notamment au mois de juillet, qui s'est inscrit dans une continuité entraînant une sécheresse en fait généralisée sur l'ensemble du territoire, au sens de l'humidité des sols, mais aussi d'un niveau très bas dans les cours d'eau, avec des impacts sur les milieux aquatiques, sur les dépérissements de forêts, des impacts probablement à venir aussi sur les mouvements des sols argileux qui concernent 10 millions de maisons en France, et puis une température de surface de la Méditerranée de l'Ouest exceptionnellement chaude, plus de 30 degrés, des effets majeurs sur les milieux aquatiques, enfin la vie en mer qu'on commence à voir par les premières études de terrain. Un recul des glaciers, un dégel des sols gelés en montagne qui a fortement accéléré cet été du fait de conditions de faible enneigement et de conditions très chaudes, qui freinent aussi le remplissage et la disponibilité en eau dans les réservoirs de montagne et qui affectent le niveau des cours d'eau qui en dépendent. Et puis également un certain nombre d'orages à fort impact en termes de grêle, de quantité de précipitations ou de vents records, sachant que pour les événements orageux, notre degré de relation avec le changement climatique dû à l'influence humaine reste plus limité. Là où on a un signal très clair, c'est sur l'augmentation des pluies extrêmes. Diapo suivante. Donc, un été 2022 qui est emblématique de conséquences d'un climat qui se réchauffe. À côté de cela, donc, si l'on reprend l'influence humaine sur le climat et qu'on regarde l'évolution dans le monde des rejets de gaz à effet de serre depuis les années 90, vous pouvez voir en fait que la dernière décennie, elle est marquée par des niveaux records d'émissions de gaz à effet de serre. Malgré le fait que dans une trentaine de pays, on a atteint un pic et construit une baisse durable des émissions de gaz à effet de serre, notamment en France, à l'échelle planétaire, ça continue à augmenter. Les données récentes pour le dioxyde de carbone lié aux énergies fossiles montrent que la baisse temporaire pendant la pandémie a été suivie par un rebond marqué et les premières estimations montrent la poursuite d'une hausse. Je voulais souligner donc des progrès dans plusieurs aspects. Donc, l'action pour le climat qui monte en puissance dans de nombreux pays, la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont concernées par un cadre législatif et réglementaire,
des engagements de région, des engagements de ville, de secteurs industriels, et puis également certaines ruptures, notamment le coût de production de l'électricité éolienne, photovoltaïque, la baisse du coût de production des batteries pour électrifier les véhicules, qui a été spectaculaire, plus rapide qu'anticipé sur la dernière décennie, avec une forte augmentation des capacités installées. Mais néanmoins, on a toujours ces émissions de gaz à effet de serre mondiales qui augmentent. Le point à retenir, c'est que ce qui pèse le plus, c'est celle associée au dioxyde de carbone, premier facteur. Et le deuxième qui pèse le plus, ce sont les émissions de méthane, qui dans le monde ont été tirées à la hausse par les fuites sur les réseaux de production-distribution de gaz fossiles, et aussi par l'augmentation dans le monde de l'élevage de ruminants. Diapo suivante. Si l'on regarde la question des émissions de gaz à effet de serre, vous voyez que la question de la justice climatique, elle prend un sens important par rapport aux différentes responsabilités sur les émissions à ce jour. Bien sûr, les pays industrialisés plus tôt ont un poids plus important sur le cumul des émissions qui conduit au réchauffement qu'on observe aujourd'hui. On a également des émissions par habitant qui sont très contrastées selon les régions du monde. En France, on a une électricité décarbonée, une empreinte territoriale par habitant qui est dans la limite basse dans les pays européens, autour de 6,6 tonnes de CO2 équivalent sur le territoire français. Mais si on tient compte des importations et de l'empreinte carbone, on est autour de 9 tonnes par personne et par an, et c'est largement supérieur à la moyenne mondiale. Et puis il y a des effets très contrastés dans le monde, en fonction des revenus également, avec ce chiffre qui est spectaculaire, 10% des personnes dans le monde qui pèsent pour quasiment 40% des émissions, et les 50% les plus pauvres, qui sont souvent très exposés, très vulnérables aux conséquences d'un climat qui change, qui ne représentent que 15% des émissions. Les rapports du GIEC soulignent que l'accès à une énergie propre, pour ceux qui en manquent de manière cruelle, aura un effet en fait très limité sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est de parvenir à faire diminuer ceux dont l'empreinte est la plus importante et le potentiel d'action est considérable. Diapo suivante. Donc, nous ajoutons des gaz à effet de serre. Le climat réagit à cette augmentation de l'effet de serre avec un ensemble de facteurs amplificateurs. Une atmosphère plus chaude, plus de vapeur d'eau, l'effet des nuages qui amplifie le réchauffement, la perte des surfaces enneigées et englacées, la perte de leur effet miroir qui amplifie également le réchauffement. Et cela conduit à des effets généralisés qui concernent tous les compartiments du système climatique et qui s'aggravent. La concentration en CO2 dans l'atmosphère qui continue à monter, elle atteint un niveau qui est sans précédent depuis plus de 2 millions d'années. Donc c'est vraiment une rupture en termes de vitesse, en termes d'amplitude, par rapport à l'histoire géologique du climat. Si l'on prend les glaciers, leur recul généralisé, il est inédit depuis plus de 2000 ans. Je vais mettre l'accent sur le niveau de réchauffement par la suite, mais une des conséquences directes du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est que l'océan en capte 90% de cette chaleur emmagasinée qui ne part plus vers l'espace, et l'océan met plusieurs siècles à se mélanger. Donc cette accumulation de chaleur, elle limite le réchauffement en surface, mais elle le rend irréversible à l'échelle de siècles. L'océan qui se réchauffe gonfle, avec le recul des glaciers, le recul du Groenland et de l'Antarctique, qui ont perdu 4 fois plus de masse actuellement qu'il y a que dans les années 90, cela conduit à une accélération du rythme de montée du niveau de la mer, qui est aussi une conséquence directe de l'influence humaine sur le climat. Diapo suivante. Donc si on prend un indicateur de l'état du climat, il n'est pas parfait, c'est le niveau de réchauffement à la surface de la Terre. Donc il reflète cette accumulation de chaleur, modulo les fluctuations des échanges océan-atmosphère d'une année à l'autre, et puis il reflète aussi la réponse du climat à des facteurs naturels, bien sûr, les petites variations de l'activité du Soleil et de temps en temps l'effet coup de froid, parasol, quand on a une forte éruption volcanique. Donc si on prend le niveau de réchauffement à ce jour, sur les derniers 10 ans, il dépasse 1,1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Et quand on prend toutes les archives des variations passées du climat, les sources historiques, comme les dates de vendange ici, les travaux dans les anneaux de croissance des arbres, les glaciers, les coraux, les sédiments marins, les glaces, on arrive à reconstituer les variations passées du climat sur plusieurs millénaires avec une résolution fine et puis plus longtemps avec une résolution plus lâche. On voit en fait qu'on est dans une situation de rupture avec un réchauffement qui est inédit en amplitude et en vitesse déjà sur plus de 2000 ans, comme le recul des glaciers, comme la montée
du niveau de la mer. Sur l'attribution de ce réchauffement, on a deux méthodes différentes. La première, c'est la modélisation physique du climat en réponse aux facteurs naturels, avec des grands ensembles qui tiennent compte du caractère aléatoire d'une année à l'autre, de la variabilité spontanée du climat. Facteurs naturels seuls, facteurs liés à l'influence humaine prise en compte. On confronte ces simulations à l'ensemble des observations et notre résultat, c'est que l'intégralité du réchauffement, notre meilleure estimation 100%, est la conséquence de l'influence humaine sur le climat. On a une deuxième approche, on prend chaque facteur, on quantifie son effet sur le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, on quantifie en tenant compte de toutes les sources d'information la réponse du climat, et on a le même résultat. Et c'est ça qui nous montre maintenant que cette influence humaine sur le climat, c'est vraiment un fait établi, sans aucune équivoque possible. Diapo suivante. Alors pour 1,1 degré à la surface de la Terre, le réchauffement, il n'est pas le même partout. Il est plus important au-dessus des continents et très fort autour de l'Arctique. Donc pour plus 1,1 en moyenne planétaire, c'est plus 1,7 déjà en France métropolitaine. Diapo suivante. Et puis l'influence humaine sur le climat, ce n'est pas seulement ces tendances graduelles, mais c'est aussi une amplification. C'est comme si on dopait certains événements extrêmes. Des extrêmes froids qui sont moins fréquents, moins intenses, mais toujours présents. Une augmentation de la fréquence, de la durée, de l'intensité des extrêmes chauds. Alors les hexagones, c'est une représentation idéalisée des régions du monde. Vous voyez que toutes les régions continentales sont concernées par une intensification des extrêmes chauds et que notre degré de confiance sur le rôle de l'influence humaine, même pour des événements ponctuels, est élevé. C'est aussi le cas pour les vagues de chaleur marine. Des températures à 40 degrés à Londres, des températures à 45 degrés au Canada, par exemple, ce type d'événement, ou la vague de chaleur récente en Chine, ce type d'événement aurait eu une probabilité infime de se produire dans un climat pré-industriel. Donc on rend ce type d'événement plus fréquent et on peut aussi discerner en quoi son intensité est renforcée dans un climat perturbé. Pour les plus extrêmes, c'est quelque chose qu'on observe notamment dans le sud de la France, 20% de plus sur les records de précipitations. De nombreux élus locaux en fait en témoignent et soulignent que les réseaux par exemple d'assainissement ne sont pas dimensionnés pour un nouveau type d'inondation par pluie intense, très concentrée en quelques heures, amplifiée par les effets d'imperméabilisation par l'urbanisation. Donc dans le monde, on a une intensification de ces pluies extrêmes, notamment parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Donc la même tempête, qui aurait exactement la même trajectoire qu'il y a 50 ans, pourra amener un cumul plus important dans une atmosphère plus chaude. Et puis enfin, pour les sécheresses, là c'est les sécheresses au sens de l'humidité des sols, les sécheresses agricoles, on a deux facteurs qui se superposent. Dans les régions de climat méditerranéen, on a un changement de circulation de l'atmosphère qui conduit à une baisse de la pluviométrie, notamment en été. Et en plus de cela, quand on a une atmosphère plus chaude, elle va renforcer l'évaporation, la transpiration des plantes et vider plus vite les sols de leur humidité. Et donc on a une augmentation des sécheresses agricoles, très claire, notamment autour de la Méditerranée et également en Europe de l'Ouest, due à l'influence humaine sur le climat. Alors, ces facteurs, ils vont affecter la vie marine. Les vagues de chaleur ont un effet direct, notamment sur les récifs de coraux tropicaux, avec des phénomènes de blanchiment et un temps de récupération d'une quinzaine d'années. Donc plus c'est fréquent, plus ça va en fait filtrer la diversité dans les récifs de coraux des espèces qui peuvent subsister pendant des conditions très chaudes. Sur les forêts, des effets de mortalité d'arbres, de dépérissement de forêt. Donc vous savez qu'en France, on a un puits de carbone forestier qui a augmenté, avec la déprise agricole notamment. Depuis les années à peu près 2010, il a diminué, notamment par une plus faible croissance des arbres, par une augmentation des dépérissements de forêt et des prélèvements. Donc il y a cet enjeu très important, c'est un point de la stratégie nationale bas carbone, de miser sur le puits de carbone forestier, de renforcer la résilience des forêts pour de multiples aspects, et notamment leur capacité à stocker du carbone. Les conditions chaudes, sèches, venteuses, propices aux incendies s'intensifient dans un climat qui se réchauffe. Si on a une végétation qui a été asséchée dans les mois d'avant, c'est un facteur de risque supplémentaire. Le démarrage de l'incendie, ça c'est la foudre, l'acte criminel.
ou l'inattention, hein, et donc les contacts activité humaine-forêt augmentent ces déclenchements. Donc on a en France une augmentation de la saison propice aux incendies, on a un déplacement vers le nord des régions concernées, et un signal d'alerte des spécialistes de l'analyse des feux de forêt qui dit que jusqu'à présent, on a réussi à les contenir par des mécanismes d'intervention rapide, mais que la question en fait du type de forêt et des pratiques de gestion de risque localement, elle va être critique parce que les réponses rapides, la sécurité civile, n'aura pas la capacité nécessairement à faire face à l'augmentation de l'aléa lié au changement climatique. Diapo suivante. Donc, plus le niveau de réchauffement monte, plus un certain nombre de ces aléas vont s'intensifier. Si on veut limiter l'évolution des aléas, la question est d'arriver à limiter le réchauffement planétaire. Et le fonctionnement du climat, du cycle du carbone, conduit à cette relation étroite qui est sur l'écran, entre le cumul des émissions de CO2 dues aux activités humaines, passées, présentes et futures, donc sur plusieurs générations et d'où qu'elles viennent dans le monde, et le niveau de réchauffement planétaire. Donc c'est une forme de loi géophysique qui s'impose à nous, qui s'impose à tous, et qui montre que si on veut parvenir à limiter le niveau de réchauffement futur, pour la partie due au CO2, qui est la plus importante à venir, une condition clé, c'est arriver à limiter le cumul des émissions de CO2 vers l'atmosphère. Et donc on peut traduire par exemple les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, l'aspiration à le stabiliser à 1,5 degré, en marge de manœuvre, en budget carbone résiduel. Cette marge de manœuvre, elle est vraiment étroite, moins de 1000 milliards de tonnes pour sous 2 degrés, moins de 500 milliards de tonnes pour stabiliser à 1,5 degré. Alors certains pensent qu'en fait on lutte contre l'inertie du climat. Et les travaux de modélisation du climat ils montrent que si on arrive à des émissions mondiales de CO2 à net zéro, il n'y aura quasiment pas de réchauffement résiduel. Il y a d'autres facteurs qui vont réagir longtemps, mais pas le niveau de réchauffement planétaire, pas ce qui en dépend directement. Donc l'inertie qui est devant nous, c'est celle des infrastructures existantes et prévues, les effets de verrouillage sur des émissions. Et si on regarde les infrastructures, ne serait-ce que de production d'électricité fossile existantes dans le monde, si on les utilise sur toute leur durée de vie prévue, ça va émettre plus de CO2 que le budget carbone résiduel pour 1,5 degré. Et celles qui sont planifiées, elles consommeraient à elles seules la marge de manœuvre, sans tenir compte des autres secteurs, pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Donc je pense que ça illustre cette urgence par rapport à l'évolution des infrastructures et leurs effets de verrouillage ou de transformation. Diapo suivante. Donc on peut le regarder sous forme de série temporelle aussi. Donc nous, on explore des grands ensembles de scénarios socio-économiques qui couvrent en fait des narratifs très différents sur le type de développement qu'on construit, un curseur très fort sur la soutenabilité dans tous ces aspects, une poursuite des tendances actuelles, la trajectoire en jaune, ou bien des scénarios de développement très intensifs en utilisation d'énergie fossile, qui sont aujourd'hui considérés comme moins plausibles, mais qu'on ne peut pas complètement écarter. Donc sur la réponse du climat à ces différentes trajectoires, peut-être les points remarquables, c'est que même en cas de très forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, au-delà des engagements des différents pays, plus fortes dans la décennie qui vient et les suivantes, le cumul continue à augmenter, tant qu'on n'est pas à des émissions à zéro net. Et puis on perd aussi l'effet masque des particules de pollution qu'on émet en même temps lorsqu'on brûle des énergies fossiles. Ces deux facteurs contribuent à un réchauffement dans les prochains 20 ans qui va atteindre 1,5 degré. À horizon 2050, en cas d'action résolue sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, on peut réussir à limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, voire en cas d'une action très forte, à un niveau assez proche d'1,5 degré après l'avoir dépassé. Sur la poursuite des politiques publiques déjà mises en place, on dépasserait 2 degrés d'ici à 2050 et on pourrait avoir un niveau de réchauffement autour de 2,5-3 degrés en fin de siècle. Et on ne peut toujours pas exclure, en cas de réponse forte du climat, en cas de baisse d'efficacité des puits naturels de carbone, un niveau de réchauffement important en fin de siècle. On le considère comme une éventualité moins probable, mais on ne peut pas l'exclure, et le niveau de risque est très élevé. Diapo suivante. Alors, les caractéristiques, elles sont contrastées dans toutes les régions. Donc, plus le curseur monte, plus le réchauffement moyen augmente dans chaque région, plus on intensifie les extrêmes chauds en amplitude, en fréquence,
ils sont exacerbés dans les villes avec les effets d'îlots de chaleur urbains. Plus on intensifie les pluies extrêmes, plus on augmente la proportion de cyclones tropicaux les plus intenses qui concernent les territoires d'outre-mer, et plus on continue à avoir un recul de la glace de mer, du manteau neigeux, en moyenne montagne, un dégel des sols gelés. Donc, ces caractéristiques physiques, on peut anticiper leurs évolutions. On peut aussi co-construire une information qui soit vraiment pertinente pour un contexte donné, pour un secteur donné, de sorte à ce que ce soit utile pour la prise de décision. Et c'est tout le rôle des services climatiques qui émergent et qui sont un espace important où on utilise les connaissances des acteurs de terrain pour construire avec eux une information scientifique robuste, mais vraiment pertinente pour les besoins précis dans le secteur agricole, dans le secteur de l'eau, le secteur des forêts, le secteur de l'énergie ou des infrastructures du bâtiment, pour faire des stress tests climat, pour dimensionner en fait les infrastructures pour qu'elles fonctionnent dans un climat qui se réchauffe. Peut-être le point le plus important, c'est se préparer à des événements nouveaux, plus intenses, plus fréquents, des combinaisons nouvelles d'événements où on n'a pas le retour d'expérience, dans de nouvelles régions à des moments différents de l'année, et anticiper une intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité, notamment des périodes plus longues sans pluie, des pluies plus concentrées en quelques jours, une augmentation des événements très humides ou très secs et des saisons très humides ou très sèches. Donc des défis considérables pour tous les aspects de la gestion de l'eau et notamment pour la résilience de la production alimentaire et des écosystèmes terrestres et aquatiques. Diapo suivante. Alors, les risques liés au changement climatique, c'est le résultat de plusieurs aspects. Notre vulnérabilité, l'exposition à ces aléas, en fonction des lieux de vie notamment, et puis le niveau de réchauffement planétaire et notre capacité à transformer, à mettre en place des stratégies d'adaptation. Si on prend le cas de l'Europe de l'Ouest, donc pour la France métropolitaine, en tenant compte de l'effort d'adaptation actuel, qui n'est pas suffisant en fait par rapport aux besoins qui sont déjà là, on considère qu'il y a 4 risques majeurs. Donc, le stress thermique, les extrêmes chauds, les effets pour la santé au travail, les écosystèmes terrestres et marins, les risques de pénurie d'eau, avec des effets en cascade. C'est par exemple les effets sur le transport de marchandises, l'activité industrielle, comme on voit du côté de la vallée du Pô ou du Rhin. Donc l'enjeu est d'anticiper pour au maximum amortir des effets dangereux de pénurie d'eau pour l'activité à tous les niveaux, y compris économique. Les effets pour les rendements agricoles, un enjeu considérable qui a été souligné à l'instant, notamment sur toute la dimension de mutualisation de risques et pour permettre la résilience à l'échelle aussi des exploitations et des exploitants agricoles. Et puis le risque d'inondation, donc pluvial, fluvial, et puis un risque qui va augmenter avec la montée du niveau de la mer, celui des inondations chroniques à marée haute, des submersions lors des tempêtes, de l'érosion des côtes sableuses, des falaises meubles, qui, elle, va se poursuivre pendant des siècles, parce qu'une partie de la montée du niveau de la mer est vraiment inéluctable. Diapo suivante. Je veux souligner l'enjeu pour les écosystèmes. Plus le niveau de réchauffement planétaire monte, plus le risque de dégradation des écosystèmes et le risque de perte de biodiversité augmente un facteur 10 entre un monde 1,5 degré plus chaud et un monde 3 degrés plus chaud. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a déjà, par exemple, une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Donc les enjeux de sécurité alimentaire, de nutrition, ils sont considérables. Et le message juste que je veux faire passer, c'est mettre les enjeux biodiversité au même niveau que les enjeux climat, compte tenu de nos interdépendances avec ces écosystèmes, et s'appuyer sur les écosystèmes dans les réponses qu'on veut déployer, ce qu'on appelle les solutions dites fondées sur la nature. Par exemple, les techniques d'agroécologie, d'agroforesterie, le fait d'avoir des continuités écologiques, s'appuyer sur les zones humides pour gérer l'excès d'eau ou la pénurie d'eau et l'alimentation des cours d'eau. Ce sont des enjeux considérables où on peut s'appuyer sur les fonctions et les services des écosystèmes pour les préserver, les protéger, les restaurer. Diapo suivante. Ouais, c'est ma diapo sur la montée du niveau de la mer. J'insiste vraiment. J'étais sur le littoral cet été, peut-être certains d'entre vous aussi. Et on voit bien en fait que ce n'est pas intégré dans les prises de décision aujourd'hui. Les 2 seules options qui permettent d'éviter les risques pour le littoral, c'est d'arrêter de construire dans les zones à risque et de planifier un repli stratégique.
Toutes les autres options, elles ne font que retarder les risques. Toutes les options ont un potentiel et des limites. Donc, je l'illustre comme une forme de course contre la montre. Bouger des sédiments, restaurer les écosystèmes côtiers, ça peut être fait assez rapidement. Par contre, pour une montée du niveau de la mer à un rythme élevé, typiquement au-delà de 2050, en cas de fort réchauffement, on perd en fait le potentiel de ces solutions. Donc ça peut fonctionner à court terme, mais ensuite on perd ce potentiel. Toutes les solutions d'ingénierie lourde, elles ont un temps de conception, de mise en œuvre, un coût élevé, et ça peut aussi être une forme de maladaptation. Pourquoi ? On peut détruire les écosystèmes en construisant des ouvrages de protection. On peut concentrer des investissements derrière les digues qui font que lorsque leurs capacités sont dépassées, finalement, à la fin, les pertes et dommages seront encore plus considérables. Et puis, il y a des enjeux très difficiles à évacuer l'eau de pluie en cas de tempête, tout en se protégeant de la submersion. Et donc, l'ouvrage en dur n'est pas forcément la meilleure solution pour se prémunir de ces facteurs composites. Diapo suivante. Donc, des leviers d'action qui sont considérables sur l'ampleur du niveau de réchauffement et donc les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, avec pour la France une capacité à agir, des acteurs industriels, des enjeux de compétitivité sur la capacité à porter des solutions, également donc sur les options d'adaptation, des enjeux d'être capable de mobiliser ses connaissances pour anticiper, pour agir de manière préventive, de sorte à ce que quand on répond à une urgence, on se prépare à faire face à des évolutions à venir avec des pratiques qui soient transformatrices, pas simplement un pansement qu'on met pour conserver une activité identique, mais en intégrant cette question de la résilience à plus long terme. Et les enjeux économiques sont aussi très importants. Les entreprises, notamment les entreprises de services, qui vont être capables d'intégrer des stress tests climat pour fournir des conseils, pour fournir des diagnostics en appui au dimensionnement des infrastructures. C'est une demande considérable partout dans le monde d'être capable de fournir en fait ce type de capacité. On a pas mal de dimensions importantes sur les plans de prévention de risques aussi, à intégrer un climat qui change, l'augmentation des pluies extrêmes, notamment pour les plans de prévention de risques inondations. Et puis on a des enjeux aussi considérables sur les mécanismes de solidarité type catastrophe naturelle, avec un point de vigilance tout particulier que souligne le Haut Conseil pour le climat, pour les risques liés au retrait-gonflement d'argile, qui concerne à peu près 10 millions de pavillons, et dont on ne voit pas encore complètement les conséquences pour cette année. Dans les années passées de sécheresse, ça a été parmi les dommages les plus coûteux pour les assureurs. Diapo suivante. Donc, il existe beaucoup de leviers d'action pour l'adaptation dans tous les secteurs d'activité en s'appuyant sur les écosystèmes, pour les systèmes urbains et les infrastructures, pour les activités agricoles, pour les systèmes énergétiques, et puis des aspects transverses, notamment les filets de protection sociale, tout ce qui porte sur la mutualisation de risques, et enfin les systèmes d'alerte précoce et de mise à l'abri, qui ont un rôle extrêmement important à jouer. On l'a vu notamment récemment en Corse. Se préparer à des événements nouveaux, c'est aussi anticiper des systèmes d'alerte pour que les gens puissent se mettre rapidement à l'abri lors d'événements inédits pour lesquels on n'a pas de retour d'expérience. Et ça va passer par le renforcement des systèmes d'observation pour ce type d'événements qui s'intensifient très très rapidement. Donc, des options efficaces, beaucoup de bénéfices en termes sociaux, en termes des écosystèmes, en termes économiques, sur les options d'adaptation, mais elles perdent en efficacité dans un climat qui se réchauffe. Au-delà d'1,5 degré, pas mal d'options fondées sur la nature perdent en efficacité. Il y a des limites très dures. L'approvisionnement en eau, avec le recul de l'enneigement en moyenne montagne et des glaciers, va baisser d'à peu près 20% pendant les saisons sèches pour l'alimentation des fleuves qui dépendent des régions de montagne enneigées ou englacées. Ça nous concerne en fait, la Garonne, le Rhône et les autres. Ça concerne dans le monde 2/3 des surfaces irriguées, 2 milliards de personnes. Et donc se préparer aujourd'hui à cette baisse d'approvisionnement en eau pendant les saisons sèches dans les cours d'eau, c'est un point qui est essentiel. Et puis au-delà de 2 degrés, les enjeux en fait, d'insécurité alimentaire sont considérables, notamment parce que dans les régions tropicales, on aurait des conditions inédites de chaleur, de pluviométrie, sans aucun analogue, et avec des risques de perte énormes de rendement sur un certain nombre de cultures vivrières.
Donc ça fait partie vraiment des enjeux considérables en termes de sécurité à l'échelle planétaire, les effets notamment sur les rendements agricoles dans les régions tropicales. Diapo suivante. Donc, j'ai essayé de montrer à quel point chaque incrément de réchauffement supplémentaire compte, chaque tonne de CO2, et au final, chaque année compte. Parce que si l'on prend les engagements qui ont été pris par les pays dans leur politique publique mise en place, s'il n'y a pas davantage d'efforts, ça implique des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui stagnent pendant plusieurs décennies. Donc un réchauffement qui s'amplifie. Si on prend les promesses réactualisées à la COP26, et si elles se réalisent toutes, on aurait, à horizon 2030, une légère baisse par rapport à cette trajectoire de référence des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous voyez le fossé par rapport aux trajectoires dites à moindre coût, c'est-à-dire qui sont viables d'un point de vue macroéconomique, qui demanderaient, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, une baisse d'environ 27% des émissions de gaz à effet de serre, dont à peu près un tiers des émissions de méthane dans cette décennie, et puis la baisse quasiment d'un facteur 2, si on veut parvenir à stabiliser le réchauffement à un niveau très bas. Donc on est vraiment dans une situation où la question d'être capable d'agir plus vite, plus rapidement, à court terme est considérable. Le montant des investissements, il est considéré comme quelque chose de l'ordre de 0,1% du PIB mondial, dans un contexte où il y a beaucoup d'infrastructures qui sont planifiées, notamment dans les pays qui ont besoin d'infrastructures de base. Ce qui est aussi analysé, c'est que l'investissement initial, quand on prend en compte les bénéfices économiques sur le temps long, est rentable par lui-même, sans même tenir compte des pertes et des dommages ou des coûts d'adaptation supplémentaires. Et enfin, la dernière chose, c'est que beaucoup des bénéfices à décarboner, notamment en termes de santé, sur des styles de vie sobres en carbone et plus sains, sur l'amélioration de la qualité de l'air, en fait, les bénéfices en termes de santé publique pourraient être égaux au montant des investissements nécessaires. Pourtant, ça apparaît dans des boîtes différentes sur la logique budgétaire et l'ensemble des aspects de gouvernance. Diapo suivante. Alors, ce que je veux juste souligner, donc je crois qu'il va falloir passer plusieurs fois pour vraiment passer à la diapo suivante. Il y a des leviers d'action qui sont considérables dans tous les secteurs d'activité, l'énergie, le secteur de l'utilisation des terres, des forêts, le bâtiment, les transports, l'industrie, les villes, des aspects transverses, mais aussi qui portent sur la demande et les services. L'évaluation qui est faite, c'est que ces solutions qui sont disponibles maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à les déployer, les mettre en œuvre, les intégrer dans des stratégies d'action efficaces dans tous les pays et dans tous les contextes. Il y a le potentiel de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à l'ensemble de ces solutions. Mais cette évaluation du potentiel, la taille de la barre, des coûts, le code de couleur, ça n'est pas une feuille de route. La feuille de route, elle est à construire en fait dans chaque secteur, dans chaque région, dans chaque pays, propre au contexte, et notamment bien sûr avec des enjeux d'emploi, avec des enjeux de sécurité d'approvisionnement et tous ces aspects, je pense, que vous avez discuté précédemment. Diapo suivante. Alors je veux rebondir sur cette question de la sobriété, qui est bien sûr sur la une du fait de difficultés d'approvisionnement en gaz, en électricité, par la guerre en Ukraine, mais aussi par rapport à des réacteurs nucléaires en maintenance et des réservoirs peu remplis pour la production d'hydroélectricité. Dans les rapports du GIEC, on aborde ça à l'angle de la suffisance. Sufficiency, c'est le terme en anglais, c'est-à-dire permettre à chacun de vivre décemment, tout en réduisant la demande en énergie, en matériaux non renouvelables, en pression sur les terres, en utilisation de l'eau, dans le respect de limites planétaires. Et on le décline en 3 grandes catégories. Ce qu'on évite, par exemple le télétravail, ou bien un déplacement longue distance en avion, ou bien se passer de voiture thermique personnelle quand on a des transports en commun, qu'on vit en zone urbaine dense. Remplacer, c'est-à-dire, par exemple, une alimentation diversifiée saine avec plus de protéines végétales, ou bien une mobilité active à la place, ou des transports en commun quand ils fonctionnent bien, à la place des véhicules thermiques. Est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, remplacer les systèmes de chauffage au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur, avec des rendements vraiment intéressants en termes d'efficacité et d'utilisation de l'électricité. Bien sûr, la rénovation profonde des logements, mais également substituer à un véhicule thermique, un véhicule électrique, mais à condition
que l'électricité soit décarbonée, que le véhicule soit léger et que la batterie ne soit pas surdimensionnée pour mobiliser des matériaux pour un usage qui serait limité. Donc c'est vraiment dans cet esprit qu'on aborde la question de la sobriété comme un des leviers fondamentaux d'action dans tous les secteurs, notamment le secteur des bâtiments. Et au niveau mondial, l'action dans cette direction de la demande des services, c'est à peu près 40 à 70% du potentiel total de baisse des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est considérable. Et on souligne, comme sur tous les aspects, les enjeux d'équité et de transition qui soient justes et perçus comme justes. Certains de ces leviers d'action, ils demandent des investissements initiaux, ils ne sont pas accessibles à tous. Et donc, rendre accessible à tous le fait de pouvoir adopter un style de vie bas carbone, ça demande une action publique résolue sur l'offre alimentaire, sur les transports en commun, sur l'accompagnement des personnes en situation notamment de précarité énergétique, de sorte à permettre à chacun d'avoir ce choix qui aujourd'hui n'est pas nécessairement là. Dernière diapo. Donc je vais terminer sur ce tour d'horizon en fait, brièvement en disant finalement, vous êtes tous devant des points de décision tout le temps, avec une gestion d'urgence. Vous avez parlé des défis pour la vie démocratique, d'intégrer les questions climat dans la vie démocratique, et je partage vraiment pleinement l'analyse de ce défi. Je veux peut-être rappeler que dans les années 70, les chocs pétroliers, ils ont conduit au parc électronucléaire français ou bien aux villes cyclables aux Pays-Bas. Donc devant une situation de crise, on peut avoir en fait des actions de transformation dont on peut mesurer en fait les effets sur plusieurs décennies par la suite. Donc en cas d'événement extrême, on reconstruit à l'identique ou on reconstruit plus résilient. Chaque décision, est-ce que ça augmente l'exposition, la vulnérabilité à un climat qui se réchauffe et ses conséquences, ou au contraire, ça nous rend plus résilients? Est-ce que cette décision, elle dégrade davantage les écosystèmes, la biodiversité, ou elle participe à la préserver, à la restaurer, pour tirer parti de leurs services à long terme? Et puis chaque décision, est-ce qu'elle verrouille des trajectoires des acteurs économiques très dépendants, très associés à des émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'au contraire, elle va favoriser une action résolue pour notamment renforcer l'indépendance énergétique, l'indépendance par rapport à l'utilisation d'engrais azotés, avec des bénéfices croisés, gestion de crise, résilience et contribution à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça pour souligner ces points de décision qui sont extrêmement importants et où on peut rentrer des questions climat sur un ensemble de sujets importants, notamment les questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme, qui sont centrales. L'enjeu d'enclencher des changements systémiques, d'intégrer cette dimension de justice sociale, de transition juste, qui est essentielle pour le soutien à des transformations de fond, à condition qu'il y ait des bénéfices en qualité de vie, en santé, en perte d'inquiétude aussi sur la volatilité du prix d'approvisionnement ou de l'énergie. C'est une fenêtre d'opportunité qui est là, mais il faut aussi être lucide. Elle se referme rapidement avec des enjeux considérables de tensions entre les pays du monde, notamment pour ceux qui font face à des pertes et des dommages dévastateurs, qui mettent à plat toutes les infrastructures existantes, qui ont contribué très peu aux émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un sujet de tension croissante dans les relations internationales, c'est une évidence. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, pour cette présentation extrêmement claire. Merci beaucoup d'être venue. On peut maintenant passer au déjeuner. À nouveau, un grand merci et puis à très vite.